Madame, Monsieur, bonsoir. Maître Jacques Vergès a-t-il déjà rencontré Carlos? Lui affirme que non. Un agent des services secrets hongrois prétend le contraire. L'enquête à Budapest en Hongrie dans un instant. Dans ce journal également ce soir, la préparation du budget 1995 avec quelques interrogations. La rentrée des classes et le prix qu'il en coûtera. Notre page quotidienne sur la libération de Paris et puis le nouveau succès de Renault en Formule 1. C'est un moteur Renault qui équipera l'an prochain l'écurie Benetton. Un nouveau témoignage vient donc éclairer ce soir les relations que Maître Jacques Vergès a entretenues ou aurait entretenues au début des années 80 avec Carlos. Vous savez que l'avocat affirme n'avoir jamais rencontré le terroriste. Un de nos confrères de RFO, Frédéric Daumont, a mené une enquête minutieuse en Hongrie, une enquête qui s'appuie sur le témoignage de l'agent des services secrets hongrois qui était chargé de surveiller Carlos. Cet homme se trouve ici au centre de l'image, sa tête est dissimulée par un rond noir, Carlos se trouvant à droite de l'image que vous voyez en ce moment. Le colonel Kovacs est formel, Maître Vergès a rencontré le terroriste Carlos à Budapest, la capitale hongroise, dans les années 80. Budapest, paradis des pays de l'Est, véritable repère de terroristes internationaux jusqu'en 1990. Mars 1979, Carlos, recherché par toutes les polices occidentales, arrive dans la capitale hongroise à l'hôtel Intercontinental, devenu aujourd'hui Marriott. Quelques mois plus tard, c'est dans cette ville-là qu'il s'installe au numéro 9 de la rue Wendt, sur la colline des Roses, quartier prisé de Budapest. Du terroriste révolutionnaire au terroriste professionnel pour l'argent, il deviendra le 16 février 82 terroriste chevalier pour libérer sa compagne, Magdalena Kopp, emprisonnée à Paris depuis peu dans une affaire de détention d'explosifs et de complicité de tentative d'homicide. L'avocat de Kopp est Jacques Vergès. 15 jours après l'arrestation de Kopp, Carlos envoie une lettre au cabinet du ministre de l'Intérieur menaçant la France de représailles si sa compagne n'est pas libérée. Jacques Vergès devient alors l'intermédiaire entre Carlos et le gouvernement français pour négocier le cas de Magdalena Kopp. Avant, puis après le procès de Kopp, Jacques Vergès viendra à Budapest. Il descendra dans un hôtel construit sur l'île Marguerite au milieu du Danube. C'est ici, dans cet hôtel thermal de Budapest, que Jacques Vergès, en 1982, a séjourné à 2 reprises. Enregistré sous sa véritable identité, l'avocat français a téléphoné à la villa de la rue Wendt pour convenir de son rendez-vous avec Carlos. Aux 3 officiers de la sécurité d'État de l'époque, membres de contre-espionnage, qui m'ont confirmé indépendamment que Jacques Vergès est venu à Budapest. Alors, ils se sont rencontrés avec Carlos, il est allé le voir à l'hôtel et ils ont baladé un petit peu sur les allées de l'île et ils ont discuté. Alors, le service de la sécurité hongroise a bien déduit que c'est une tractation pour eux, c'était une tractation entre le gouvernement français et Carlos, où Jacques Vergès est l'intermédiaire. Pour minimiser la peine de Magdalena Kopp dans le procès, ou début, c'est-à-dire avant l'histoire de rue Marbeuf, essayer de faire une tractation secrète. Le contenu des entretiens entre Carlos et Jacques Vergès ces jours-là reste secret. Les agents des services de renseignement hongrois n'ayant pas réussi à les enregistrer dans les allées du bois de l'île Marguerite. Nous avons évidemment immédiatement demandé ce soir à Maître Vergès une réaction, de confirmer ou d'infirmer les affirmations donc de ce colonel Kovacs. Monsieur Vergès, pour l'instant, n'a pas souhaité faire de commentaires sur ces révélations. Et puis l'autre avocat de Carlos, Maître Oussedik, a indiqué lui dans la journée que le juge Jean-Louis Bruguière, chargé du dossier, devrait entendre Carlos dans les 10 premiers jours de septembre. Monsieur Bruguière est reparti pour l'instant en vacances. À Folembray dans l'Aisne, où sont toujours assignés à résidence les militants islamistes. L'un d'entre eux, qui mène une grève de la faim depuis le 16 août, a dû être hospitalisé aujourd'hui dans un hôpital tout proche, à Chauny, donc toujours dans le département de l'Aisne. En Gironde, l'enquête sur le meurtre de la petite Allemande retrouvée sur une plage de Naujac-sur-Mer hier matin. L'enquête progresse très vite. Un homme, lui aussi de nationalité allemande, en vacances dans le même camping que la petite fille, a été placé aujourd'hui en garde à vue. Gilles Marinet.
À l'arrière de cette voiture, tassé sur la banquette, un homme que l'on cache et que les gendarmes emmènent très vite. En cette fin de matinée, le convoi revient de la plage où fut découvert lundi matin le corps de la petite Lotta. L'enquête semble avancer à grands pas. Ils l'ont amené à peu près au blocos, là, que vous voyez sûrement. Et ils lui ont fait faire le geste sûrement qu'il a fait, le jeter on ne sait quoi. À ce moment-là, j'ignore ce qui... C'est-à-dire quel geste? Le geste comme qu'il jette quelque chose à la mer. Il n'aura pas fallu plus de 24 heures pour que les soupçons se dirigent sur un touriste allemand qui occupait une caravane au bord du chemin emprunté par la fillette le soir de sa disparition. L'individu n'a pas opposé de résistance. Ça a duré une demi-heure, vers 8h30. Ils sont tous sortis de la caravane. Le gars avait l'air très calme. Il repliait toutes ses affaires tranquillement. Là-dessus, ils l'ont embarqué. La caravane était fermée. J'ai vu passer un gendarme avec des pièces à conviction, 2 sacs en plastique. Interrogé pendant plusieurs heures, confronté à des témoignages accablants recueillis auprès des campeurs, le suspect craque. Il avoue le meurtre précédé d'un viol, ce que confirment les premiers éléments du rapport d'autopsie. Âgé de 35 ans, serrurier de profession, il avait un lourd passé judiciaire. De son propre aveu, il est déjà connu de la justice allemande, puisqu'il a au moins été condamné une fois à 8 ans d'emprisonnement à la suite d'un cambriolage qui s'est terminé par l'homicide volontaire de la victime. L'assassin du camping, dont on ignore encore l'identité, sera présenté au parquet demain, dans l'après-midi. Dans la procédure judiciaire très longue et très compliquée de l'affaire du sang contaminé, la Cour d'appel de Paris a refusé d'annuler les poursuites pour empoisonnement qui avaient été engagées contre le docteur Garetta. Valérie Astruc et Éric Gerbert. Accès interdit au public. La chambre d'accusation de Paris a statué à huis clos sur la requête du docteur Garetta. Elle a statué en sa faveur puisque la détention provisoire pour empoisonnement de l'ancien patron du CNTS est levée. Désormais, Michel Garetta pourra demander sa libération conditionnelle en octobre puisqu'il arrivera à mi-peine. La décision devrait donc le satisfaire, mais pas complètement pourtant, car sa deuxième mise en examen pour empoisonnement court toujours. Or, les avocats du docteur Garetta espéraient que la chambre d'accusation juge cette mise en examen illégale. Espoir déçu, la chambre s'y est refusée. L'autorité de la chose jugée fait que de nouvelles poursuites ne peuvent pas avoir lieu sur des mêmes faits déjà jugés. À partir de là, aucune juridiction dans ce pays n'est compétente pour organiser, exercer ces poursuites. C'est ce que nous disons. C'est donc le problème que nous avons soulevé devant la chambre d'accusation en lui disant le juge était incompétent puisqu'il les saisit de faits qui ont déjà fait l'objet d'un jugement. Dites-nous si c'est exact ou non. Et la Cour de cassation ne répond rien. Quant aux avocats des victimes, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, la chambre d'accusation a eu raison de ne pas se prononcer sur cette deuxième mise en examen car elle repose sur des faits nouveaux. Lorsqu'une personne, demain, découvrira sa séropositivité, de quel droit pourrait-on aujourd'hui la priver d'un procès pénal sous prétexte qu'elle ne s'est pas constituée partie civile au moment du procès dit procès Garetta? De nouvelles victimes se sont donc constituées partie civile. Michel Garetta est donc à nouveau mis en examen, non plus pour tromperie, mais cette fois-ci pour empoisonnement. Et les avocats du docteur Garetta ont immédiatement décidé de se pourvoir en cassation. La guerre entre les pêcheurs français et espagnols qui a duré tout l'été dans l'Atlantique n'est pas terminée, même si les esprits se sont un peu calmés. Un chalutier espagnol a été dérouté sur l'Orient par la marine nationale. Les mailles de ses filets de pêche n'étaient pas réglementaires et le patron de ce bateau avait déjà été condamné l'année dernière pour la même infraction. Jacques Deveau. Dans le jargon des pêcheurs, on appelle cela une chaussette. Ce filet aux mailles très serrées est placé dans le chalut pour retenir les petits poissons. Un matériel prohibé retrouvé à bord du chalutier espagnol Almiquetsu. Le bateau a été arraisonné par les autorités françaises et conduit au port militaire de Lorient. Dans le contexte actuel, pour les pêcheurs français, cela prouve que les Espagnols ne sont pas à l'abri des critiques. Depuis des années, nous avons signalé les nombreuses fraudes effectuées par les pêcheurs espagnols dans le golfe de Gascogne. En ce qui concerne les chalutiers, aujourd'hui on a une preuve de plus, maillage petit, cache à bord du navire dans des endroits non déclarés. Bon, donc il faut utiliser les médias pour faire savoir qu'il n'y a pas que les pêcheurs français qui sont dans les eaux internationales pris en fraude. Une fraude routinière qui voit chaque année une dizaine d'arraisonnements sur le secteur de l'Orient. Mais pour cette fraude, les affaires maritimes renvoient français et espagnols dos à dos.
Malheureusement, je pense que personne n'a le monopole des infractions. Il se trouve qu'ici, on a souvent des navires espagnols déroutés parce que c'est dans ces zones-là qu'ils travaillent. Et donc, mais la réglementation communautaire elle est appliquée indistinctement à tous les navires. C'est la protection des ressources halieutiques dans l'intérêt des pêches européennes. Le capitaine du bateau a été jugé en fin d'après-midi et n'a voulu faire aucune déclaration à la presse. Déjà condamné il y a un an pour des faits similaires, le tribunal a été aujourd'hui particulièrement sévère. 205 000 francs d'amende et 560 000 francs de dommages et intérêts aux organisations de pêcheurs français. Un jugement qui se veut exemplaire pour tenter de mettre fin à des pratiques illégales. Au chapitre économique, beaucoup d'incertitudes planent encore sur le budget de la France en 1995. Tous les arbitrages ne sont pas encore rendus, mais des priorités commencent à se dessiner, notamment celle de l'emploi. Quant aux réductions d'impôts promises par le gouvernement, elles pourraient finalement être repoussées. Yannick Letranchant. Un ministre du budget prudent ce matin à Matignon, Nicolas Sarkozy s'est borné à rappeler une évidence. La priorité, c'est l'emploi. C'est une priorité qui a été fixée par le Premier ministre dès le début de la formation de ce gouvernement. Elle reste la priorité. Alors, comment traduire cette priorité? Tout reste ouvert pour l'instant. Faut-il, comme promis, continuer à baisser les impôts pour les particuliers? Faut-il encore diminuer les charges des entreprises pour soutenir l'emploi? Question non tranchée. Et pour cause, tout cela coûte cher. La marge de manœuvre est étroite, le gouvernement entend contenir le déficit budgétaire et ne pas creuser l'endettement. Il lui faut donc composer, notamment avec des partenaires sociaux, aux opinions toujours tranchées. Je demande au gouvernement de faire une pause dans la progression de cette réduction des charges pour que le patronat ait le temps de se ressaisir, qu'il ait le temps de prendre des engagements, qu'il ait le temps, lui aussi, de faire la preuve qu'il participe à l'action de création d'emplois, car créer des emplois, c'est aider les chômeurs à se réinsérer et c'est l'urgence de la rentrée sociale. Je crois que si on continue ce faux procès, la France ne s'en sortira jamais. La nation a consenti un certain nombre de sacrifices pour alléger les charges des entreprises qui sont les championnes du monde des prélèvements obligatoires, mais qui fait la reprise aujourd'hui en France? Qui a créé 92 000, qui a fait 92 000 embauches? Qui va embaucher 200 000 jeunes à l'apprentissage? Ce sont les entreprises, alors que les consommateurs, ils attendent toujours. À 8 mois des présidentielles, les arbitrages budgétaires sont forcément difficiles et Édouard Balladur entend sans doute garder quelques bonnes nouvelles pour plus tard. Et puis l'INSEE a publié ce matin les chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de juillet. Eh bien en juillet, les prix n'ont pas augmenté. En revanche, à 15 jours de la rentrée scolaire, tous ceux d'entre vous qui vont remplir les cartables de leurs enfants risquent de trouver l'addition un peu salée. La Fédération des familles de France a calculé qu'une entrée en classe de 6e coûterait 912 francs par enfant. Le prix moyen, cependant, ne veut pas forcément dire grand-chose. Regardez l'enquête comparative menée par Sébastien Vibert et Alain Saint. Alors lui, là, dans le Cadis, c'est Alexandre. 6 ans, il entre en CP. Et derrière, c'est Alice, sa sœur, 11 ans. Elle entre en 6e. Les voilà donc au pays des fournitures à la recherche de leur attirail scolaire. Et tout d'abord le sac. Il y a la version mode et chère et la version plus simple et moins chère. Alexandre, lui, a choisi. Bon Alexandre, c'est ce sac-là que tu as choisi? Oui. Et pourquoi? Parce que j'aime bien le basket. Et puis j'aime bien la couleur bleu et jaune. Ça va ensemble. Bon, prix du sac, 259,95 francs. Alice fait plus sobre avec un petit sac à dos à 50 francs. Voilà, celui-là il est bien. Pourquoi? Parce que je trouve simple, il est bien. Direction les cahiers de texte. Alexandre fonce tête baissée sur le modèle sportif, 10 francs plus cher que le petit cahier rouge choisi par sa sœur. Voilà. Et c'est comme ça pour tout le reste, les trousses, les crayons, les gommes, les cahiers, les stylos. Au bout du compte et pour les mêmes produits achetés, Alexandre a dépensé 334 francs. Alice seulement 145 francs. Évidemment, il n'y avait ni papa ni maman pour surveiller le budget de nos apprentis consommateurs. Mais la morale de cette histoire, c'est qu'en écoutant les sirènes de la mode, on peut faire le grand plongeon et payer sa rentrée 2 fois plus cher. Et les jeunes écoliers d'aujourd'hui n'ont sans doute plus grand-chose à craindre des martinets que l'on réservait aux cancres jadis. Le procédé est un peu tombé en désuétude. Et pourtant, en plein cœur du Morvan, une dame de 77 ans est à la tête d'une fabrique de martinets. Elle en vend 250 000 chaque année. Reportage dans le Morvan de Caroline Michel et Céline Remlinger. C'est ici la maison de la mère Fouettard? Oui, c'est ici. Vous pouvez rentrer. C'est moi la mère Fouettard, oui.
Il y avait bien le père Fouettard, il faut bien qu'il y ait la mère Fouettard. L'antre de Madame Fouettard, c'est ici quelque part dans la Nièvre. 250 000 martinets en sortent chaque année. C'est la dernière fabrique en France, un vrai cauchemar pour enfants passage. Ça fait presque un demi-siècle que ça dure et à 77 ans, Madame Marache n'a pas l'intention de s'arrêter. Il faut que je touche mon cuir, que je touche mes martinets. J'adore mes martinets. J'adore mon métier. Je n'ai jamais pris de vacances de ma vie. Et le dimanche, si ça me plaît de faire du martinet, je fais du martinet. Une vocation pour Madame Marache, mais pas question de terroriser les enfants comme le faisait son illustre ancêtre. Je n'ai pas idée qu'on peut faire du mal avec un martinet. Faire peur aux gosses, d'accord. Les menacer, encore d'accord, mais pas taper, hein. Non, on ne tape pas des enfants avec un martinet pour leur faire du mal. Leur faire peur, d'accord. On vaudrait mieux taper les messieurs. Et des messieurs, justement, parlons-en. En feuilletant un magazine, Madame Marache a eu une petite idée pour relancer son commerce. Oui, c'est pour les sex shops, je suppose, hein. Mais j'aimerais bien les faire. Donc vous avez fait celui-là? Mais j'ai fait celui-là comme modèle, s'il y en a qui en veulent. Bon, pour l'instant, il ne s'agit que d'un prototype. La fabrication des martinets traditionnels a encore de beaux jours devant elle. Voilà, et la mère Fouettard exporte une partie de sa production. Elle a donc sans doute participé à son niveau au bon résultat du commerce extérieur. Un excédent de 6,5 milliards de francs au mois de juin, un résultat qui confirme la hausse du mois de mai. Les exportations sont restées à un niveau très élevé. Beaucoup de créateurs d'entreprises ont décidé pour réussir d'aller s'implanter précisément à l'étranger. C'est notamment le cas en Asie. Pascal Golomer et Jacques Gérard ont rencontré au Vietnam des hommes d'affaires heureux qui ont démarré sans beaucoup d'argent mais avec beaucoup d'idées. Quand j'ai débarqué au Vietnam, on était en 1987. Peu de gens connaissaient le pays. Il y avait peu d'expérience. Donc je suis arrivé un petit peu à la découverte avec quand même des idées très précises. Son idée précise à lui, c'était de fabriquer des meubles de style à Ho Chi Minh Ville pour les exporter ensuite en France. Idée rentable, aujourd'hui Georges Vacher emploie 400 personnes sur 3 sites différents. De la découpe à la dorure, il fait tout sur place. Pour lui, qui est arrivé lorsque le pays s'ouvrait aux étrangers il y a 7 ans, les choses ont évolué, mais pas toujours dans le bon sens. Beaucoup de règlements, beaucoup de procédures, davantage de taxes, plus question de partir à l'aventure. Je n'aime pas trop le mot aventurier. Ça me fait plus penser à Indiana Jones qu'à des gens qui viennent pour travailler. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment de place pour les aventuriers maintenant. C'est fini. Désormais, place donc aux gros investisseurs. Et tout est à faire ou à refaire ici. Même Hanoï, longtemps endormi, s'est déjà métamorphosé. Partout, on construit avec des capitaux étrangers, asiatiques souvent, français parfois. Au bord du Grand Lac, les nouvelles résidences se vendent ou se louent à prix d'or. Derrière ces murs, un central pour téléphone mobile. Alcatel a décroché le contrat, mais c'est la France qui a payé. On appelle ça l'aide au développement. 425 millions de francs de prêts et de dons accordés cette année par Paris, à condition que cela profite aux entreprises françaises. Bon moyen pour s'imposer face à la concurrence. On s'est aperçu que quand toutes les entreprises étaient publiques, à ce moment-là, les entreprises publiques étaient mal gérées. Ce cours aussi est financé par la France. Une trentaine de cadres du ministère des Finances vietnamien apprennent le français et les techniques financières françaises. Eux qui ont été formés à Moscou il y a quelques années s'adaptent désormais au capitalisme et à ses nouvelles règles. L'ouverture économique du Vietnam paraît irréversible. La France compte bien en profiter. Seulement, il faudra sans doute se montrer patient et généreux. Toujours à l'étranger, l'exode des réfugiés rwandais dans la région de Bukavu ne semble plus à l'ordre du jour, même si les organisations humanitaires restent très prudentes. Les soldats des anciennes forces gouvernementales sont eux rassemblés dans un camp, toujours au Zaïre, à l'écart, dans des conditions précaires, à tel point qu'ils veulent rentrer au Rwanda et faire la paix avec leurs adversaires d'hier. Reportage dans la région d'Isabelle Bechler et Éric Messi. Ils sont plus de 500 des forces armées rwandaises, amputés, blessés, handicapés de la guerre, rescapés de mines ou d'éclats d'obus dans le camp de Panzi. Les blessures thoraciques n'auront pas survécu dans la débâcle, faute de matériel. Les abdominales non plus, mais faute de nourriture appropriée. Ici, les blessés couchent à même le sol. Le dénuement vient s'ajouter au choc de la défaite. Pas d'aide internationale pour l'armée rwandaise en déroute. Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas nous aider. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que l'image de l'armée rwandaise n'est peut-être pas très bonne.
Paterone. Quasi ignorés par les ONG et autres humanitaires, ils promènent leur ennui. Plus de 11 000 soldats se sont repliés dans cette zone de Bukavu, avec 6 000 femmes et enfants à leur basque. Leur solde a 2 mois de retard, alors les plus vaillants vont piller ou intimider ça et là, les plus désabusés méditent. L'état-major, toujours constitué et aux ordres du gouvernement en exil, n'a pu leur fournir que 3 kilos de riz par soldat dans le mois. Pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Et pas de soins non plus. Qu'est-ce qui vous manque? Oui, on en a, mais un peu. Si on ne meurt pas encore de faim, la pneumonie tue à Panzi. Mais peut-être meurt-on d'exil quand on est soldat. Tous ne pensent qu'à rentrer, même sans armes, même avec le FPR. On va s'organiser, on va essayer, et surtout par les négociations, parce que nous savons très bien que notre défaite n'est pas tellement militaire, mais c'était plutôt un problème politique. C'est par la réconciliation entre FPR et forces armées rwandaises que passera le retour des exilés. Rien de tel pour rétablir un semblant de confiance que de réincorporer les phares dans l'armée nouvelle. Et on y pense des 2 côtés. Les candidats à l'exil cubain continuent, eux, par centaines de traverser le détroit de Floride dans des conditions toujours très dangereuses, dans des baignoires, sur des chambres à air ou des bouts de bois. Plus de 2500 pour la seule journée d'hier. Laurent Boussier. Un homme à bout de force, accroupi sur une chambre à air de camion et recueilli par des gardes-côtes américains. Des images tournées ce matin au large de la Floride, mais des images qu'on a l'impression d'avoir déjà vues des dizaines de fois. 2550 hier, plus de 500 dans les premières heures de la matinée. Loin de se tarir comme l'espérait l'administration américaine, le flot des réfugiés cubains est en train de s'accélérer. Mais ceux-là n'ont pas de chance. Ils sont les premiers à faire les frais de la nouvelle politique de l'administration Clinton qui, depuis hier, leur interdit l'accès au territoire des États-Unis. Ils sont donc envoyés ici, sur la base militaire américaine de Guantanamo, à l'extrémité de Cuba. Nous avons pris la mer pour aller en Amérique, pas pour venir ici. S'il y a une vraie loi en Amérique, nos droits doivent être respectés. C'est donc sur cette base que les États-Unis, qui font face à la plus importante vague d'immigration illégale cubaine depuis 1980, regroupent ces nouveaux réfugiés. Depuis 2 jours, des soldats y construisent un camp capable d'accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est ici, en compagnie de réfugiés haïtiens, que ces Cubains vont attendre, peut-être pendant des années, la fin du régime castriste. L'ancienne star du football américain James Simpson, qui est soupçonné d'avoir tué son ex-femme et l'amant de celle-ci, va avoir désormais beaucoup de mal à prouver sa bonne foi. Des traces de son sang ont été retrouvées sur les lieux du crime. Les enquêteurs ont utilisé le procédé des empreintes génétiques, qui est un peu considéré comme l'arme absolue de la médecine légale. Un système qui pourtant n'est pas totalement infaillible. L'enquête de Jean-Daniel Flezaki. Quand il jouait pour les Bills de Buffalo, O.J. Simpson se laissait difficilement attraper. Le 18 juin dernier, caché dans cette voiture blanche, il a encore donné beaucoup de fil à retordre aux policiers qui voulaient l'arrêter pour le double meurtre de son ex-femme et d'un ami qui accompagnait cette dernière. Simpson nie ce double meurtre et plaidera non coupable en septembre lors de son procès. Mais hier au soir, Marsha Clark, le procureur, a lâché une véritable bombe. Elle a révélé que sur des prélèvements faits sur les lieux du crime, on a découvert des traces de sang qui appartiennent à Simpson. Pour en arriver à ce résultat, le procureur a utilisé le dernier cri de la biologie, ce que l'on appelle les empreintes génétiques, une méthode qui permet de caractériser un individu comme les codes barres permettent de caractériser les produits que nous achetons dans les magasins. À chaque produit correspond un code barre, à chaque individu correspond des empreintes génétiques. Ces empreintes génétiques, on ne les a pas sur la peau, mais cachées tout au fond de nos cellules dans les noyaux, très précisément sur les chromosomes. Il n'y a pas 2 individus sur Terre qui aient les mêmes empreintes génétiques. À une exception près, les vrais jumeaux, qui eux possèdent les mêmes empreintes. Il a suffi de faire une prise de sang à O.J. Simpson pour dresser la carte de ces empreintes génétiques. On a comparé cette carte aux empreintes génétiques obtenues sur les prélèvements faits sur les lieux du crime. Si la comparaison des 2 cartes avait montré des différences très importantes, on aurait pu à 100% exclure la culpabilité d'O.J. Simpson. Malheureusement pour lui, les 2 cartes sont semblables, ce qui fait peser une très lourde présomption sur la vedette du football américain. Bien sûr, il y a toujours un risque d'erreur en biologie, mais ce risque est extrêmement faible. Marsha Clark, le procureur, va donc probablement réussir à faire tomber toute seule O.J. Simpson. Il y a encore quelques années, il fallait pratiquement 10 hommes pour arriver au même résultat.
En sport, au championnat du monde de cyclisme amateur, un Français, Christophe Mangin, a pris la 3e place de l'épreuve sur route. La star du cyclisme mondial, Miguel Indurain, prépare à Bordeaux sa tentative contre le record de l'heure, un record détenu par l'Écossais Graham Aubrey, 52 km 713 parcourus en 1 heure. Indurain prévoit de se lancer à l'assaut de ce record dans le courant de la semaine prochaine et il espère pouvoir parcourir 53 km en 1 heure. Et puis en Formule 1, Renault part à la conquête d'une nouvelle écurie. Renault Sport procure déjà des moteurs aux Williams et aux Ligier. Eh bien l'année prochaine et pour 3 ans, les Benetton seront elles aussi équipées d'un moteur Renault. William Irigoyen. Ça y est, il le tient enfin, son moteur Renault. Flavio Briatore, le directeur général de Benetton, avait cet après-midi le sourire aux lèvres. Normal, son écurie, actuellement leader au championnat, s'équipera l'année prochaine et pour 3 ans de l'un des meilleurs moteurs sur le marché. Une belle opération pour Renault, qui continuera d'équiper les Williams, mais laisse Ligier pour raisons financières. En fait, le raisonnement est simple, Renault chez Williams ne peut plus être champion du monde, Damon Hill compte 27 points de retard sur Schumacher, et sauf accident, l'Allemand a déjà gagné, il est donc urgent de trouver un champion. Nous confirmons notre présence en Formule 1 à long terme, nous confirmons que nous sommes là pour gagner et pour gagner des titres de champion du monde, et nous pensons qu'en association avec Williams d'une part, qui est déjà renouvelé pour 3 ans, et avec Benetton, où nous annonçons aujourd'hui notre accord de partenariat, nous nous donnons les meilleures chances d'atteindre ces objectifs, qui restent encore et toujours de gagner des courses et des titres de champion du monde. Benetton-Renault, Williams-Renault, côte à côte l'année prochaine, on voit déjà l'affiche, mais le quasi-monopole sur le marché de la Formule 1 ne risque-t-il pas tout simplement de tuer le spectacle ? Le championnat va être plus intéressant parce qu'à la fin, le grand public, il veut que c'est Hill ou Schumacher qui gagne. Et je pense qu'on va augmenter la spectacularité du Grand Prix le prochain an. Finalement, les grands perdants sont les Ligier, lâchés par Renault. Leur sort devrait être connu d'ici une dizaine de jours. Place maintenant aux cérémonies de la libération de Paris. Elles entrent dans leur 5e jour. Il y a 50 ans, le 23 août 1944, les combats continuent de faire rage dans la capitale, mais les insurgés vont recevoir le concours des Alliés. Une journée racontée par Jean Corneille. 5e jour de l'insurrection de Paris. À 6h30, Leclerc lance les 4500 véhicules de la 2e division blindée vers Paris. 2 itinéraires sont choisis. Ils permettent de prendre la capitale en tenaille, vers Rambouillet avec 2 groupements, vers Fresnes avec le groupement du colonel Billotte. En fait, le général Leclerc a enfreint les ordres américains. 24 heures plus tôt, sans autorisation, il avait envoyé en reconnaissance un détachement léger vers Paris. Il se fera durement réprimander par son supérieur, le général Géraud. Mais ce détachement, que Leclerc retrouve à Rambouillet vers 13 heures, lui fournit de précieux renseignements sur les positions ennemies. La route de Paris est pratiquement ouverte si l'on passe par Arpajon. Il désobéit pour la 2e fois aux Américains. Au lieu de forcer les Allemands, en passant par l'Ouest, comme le haut commandement le lui a ordonné, il décide d'appliquer sa stratégie et de déborder les défenses ennemies en passant à l'Est. À Paris, les Allemands attaquent le Grand Palais et l'incendient pour délivrer un des leurs, prisonnier des FFI. L'intérieur du bâtiment est totalement détruit. De nombreux édifices de la capitale sont libérés, comme la gare de Lyon, le cercle militaire. Les Allemands sont obligés de se retrancher dans des zones de plus en plus restreintes. Dans certains lieux, ce sont les officiers allemands eux-mêmes qui montent la garde. Durant cette journée, l'occupant doit rompre le combat à chaque fois qu'il l'engage. Mais les munitions font défaut au FFI en certains endroits, car celles qu'ils récupèrent sur l'ennemi ne sont pas toujours compatibles avec leurs armes. Les résistants de Paris ont besoin de la 2e DB. Ils l'attendent, ils l'espèrent. Elle n'est pourtant qu'à quelques kilomètres d'eux. Ce jour-là, dans la matinée, Adolf Hitler, depuis l'Allemagne, va donner l'ordre de brûler la capitale. Dominique Lapierre, qui est co-auteur avec Larry Collins de Paris brûle-t-il, raconte. Nous sommes le 23 août 1944, journée d'angoisse pour les Parisiens. Le char télécommandé qui a ce matin mis le feu au Grand Palais et l'explosion quelques minutes plus tard du central des transmissions de la rue Saint-Amand ont semé la panique dans bien des foyers. Aussitôt, une rumeur s'est mise à courir. Les Allemands commencent à détruire Paris. Les craintes des Parisiens sont plus que jamais fondées. À 11h21 ce matin, est tombé sur les téléscripteurs du commandant du Grosse Paris l'ordre le plus brutal qu'il ait jamais reçu dans toute sa carrière. C'est un ordre d'Adolf Hitler. Il porte le numéro 772 989 et la mention ultra secret est très urgent. Je vous en cite un extrait. Il faut intervenir avec les moyens les plus énergiques contre l'insurrection, tels que destruction de pâtés de maison,
exécution publique des meneurs, évacuation des quartiers menacés. Paris ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi, où l'ennemi ne doit trouver qu'un champ de ruines. Cet ordre a ce matin une réalité particulièrement dramatique. Les renforts promis à von Scholtitz, 2 divisions blindées SS et le mortier Karl approchent de la capitale. Dans 2 ou 3 jours, le commandant du Grosse Paris aura les moyens d'empêcher que Paris tombe aux mains de l'ennemi. Mais convaincu que ce combat ne changera rien à l'issue de la guerre, le général allemand vient de convoquer le consul de Suède, Raoul Nordli. Il lui dit en substance: allez informer les Alliés que la route de Paris est pour l'instant ouverte. Dans 48 heures, j'aurai reçu mes renforts. Alors, il sera trop tard. À demain. Autant de résistants, autant d'histoires, parfois insolites, mais souvent tragiques. Madeleine Riffaut raconte ses années de guerre dans un livre. On l'appelait Rainer aux éditions Julliard. Rainer était son nom dans la résistance. Madeleine Riffaut avait été condamnée à mort puis libérée quelques jours avant l'insurrection. C'est aujourd'hui son anniversaire. Elle a 70 ans. Reportage d'Agnès Molinier et Jean-François Hoffmann. Voilà. On a balancé sur la locomotive allemande, livre-allemand, tout ce qu'on avait pu trouver comme explosif. Ce matin du 22 août 1944, Rainer et ses hommes de la compagnie Saint-Just bloquent dans ce tunnel un train allemand qui s'apprêtait à attaquer le quartier des Buttes-Chaumont. 80 Allemands sont faits prisonniers. Pour Rainer, c'est la reprise du combat. Elle vient de passer 1 mois aux mains de la Gestapo pour avoir abattu à bout portant un officier allemand. Vous savez, moi je sortais de prison. Je ne savais plus très bien où j'en étais, c'est-à-dire que je faisais la guerre. Pour moi, c'était un rêve. C'était la fête. C'était un 14 juillet permanent. Nous étions passés de la vie clandestine à la lutte ouverte. Tout Paris était avec nous. Tous les gens de ce quartier étaient avec nous. Ils nous appelaient même pas les FFI, ils nous appelaient les FIFI, leurs enfants. Des enfants qui sont tombés sous les balles allemandes, comme son camarade Michel Tagrine, 22 ans, mort le dernier jour de l'insurrection le 25 août, en libérant la caserne Göring, dernier retranchement allemand, place de la République. Il était là, il était bloqué là, comme ça, et puis les positions allemandes ne tiraient plus depuis un moment. Il n'y avait plus que les casemates qui tiraient, les blocos. Tout était réduit au silence. Alors, ils ont levé le drapeau blanc. Lui, il a vu un passant qui était blessé. Là. Alors, il a cru pouvoir se mettre au milieu de la rue, là, comme ça, pour ramasser le copain blessé. Mais, vous voyez ce que je vois? Il a pris une balle au plafond. Il ne verra pas l'instant triomphal quelques minutes plus tard, les chars français qui entrent place de la République et Paris libéré. Après 8 jours, 8 nuits sans dormir, à rien bouffer, on était crevés. Je pleurais de fatigue. Je pleurais toutes les larmes que j'avais pas pleurées. Cet été-là, Rainer venait juste d'avoir 20 ans. 2 jours avant, le 23 août. 20 ans, mais déjà elle avait connu la prison, supporté la torture, combattu les armes à la main et perdu des camarades. Drôle de souvenir pour ses 20 ans. C'est un souvenir que j'ai masqué pendant très longtemps, parce que c'était pour moi submergé par les tortures, l'aspect négatif de ma propre expérience, mon expérience à moi. Mais avoir eu 20 ans sur les barricades, je dois dire, avoir eu 20 ans sur les barricades en 1944, c'est un cadeau. Je dis merci la vie. Voilà, le point culminant de ces cérémonies aura lieu jeudi. Ce sera en direct sur notre antenne, la cérémonie devant l'hôtel de ville. Et puis demain, nous proposerons dans ce journal une page spéciale, une évocation, en compagnie notamment de Jacques Chirac, le maire de Paris, de Pierre Messmer et du colonel Henri Rol-Tanguy. Une page cinéma pour terminer ce journal. À partir de demain, sur les écrans, un film d'action américain. Le titre est extrêmement bref, Speed. L'aventure, elle, dure 2 heures. N'allez d'ailleurs pas y chercher autre chose que de formidables cascades et un suspense haletant.
Voyage en autocar, un voyage très mouvementé avec Pascal Deschamps et Emmanuel Beck. Les distributeurs du film n'ont pas fait traduire le titre anglais, pas la peine. Speed, tout le monde comprend. Speed, vitesse mais aussi stressé, pressé comme Howard Payne, le méchant à gauche. Il a 1h56 minutes, c'est pas beaucoup, pour rafler 3 millions de dollars en menaçant de faire sauter un bus. Bombe dans un bus. Tu dépasses les 50 miles à l'heure, la bombe est amorcée. Repasse sous la barre des 50 miles, la bombe explose. Speed, stressé comme Jack Traven, le gentil. Il a 1h56 minutes, pareil, pour mettre des bâtons dans les roues du premier. Speed comme Yann de Bonte, directeur photo de Piège de cristal, pressé de réaliser son premier film. Avant le début du tournage, Yann de Bonte s'était fait opérer du coude. Il avait un problème de ligament. Et malgré ça, pour tous les gens qu'il connaissait, qui avaient déjà travaillé avec lui, il a été fidèle à sa réputation. Il n'aime pas quand la caméra est fixe, il veut de la souplesse, il veut du mouvement. En fait, il recherche toujours l'excès. Personne ne descend de ce bus. Tu auras ton fric plus rapidement si tu fais preuve de générosité. Et il te reste plein de monde à foutre en l'air. D'accord, fiston. Les personnages n'ont pas de psychologie. Ils sont là pour participer à l'action du film et c'est tout. L'action, c'est le seul moteur. Mais j'ai quand même voulu faire de mon personnage quelqu'un d'humain, d'en faire votre voisin de palier qui tout d'un coup pète les plombs. Je fais toujours le même genre de personnage, mais de toute façon, on ne me fait jamais jouer de rôle de gentil. Et vous savez pourquoi? Parce qu'Harrison Ford ne veut pas m'en laisser. Pourtant, j'ai le même chapeau que lui, mais il sait que sous le chapeau, c'est démoniaque. Speed, excité enfin comme les spectateurs qui n'oseront plus prendre ni l'autoroute, ni le bus, ni l'ascenseur, ni l'avion pendant 8 jours après avoir vu le film. Yann de Bonte entre par la grande porte dans le clan des réalisateurs de films d'action. On ose imaginer ce qu'aurait été son film s'il n'avait pas eu mal au coude. Voilà, un tout petit peu moins mouvementé à 20h50, L'amour en douce, le film qui marqua la rencontre entre Daniel Auteuil et Emmanuel Béard. Mais avant cela, la météo de Sophie Davant, des orages sont prévus sur les régions de l'Est et du Nord demain. Le dernier journal vous sera présenté par Jérôme Catala aux environs de minuit et demi. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.